Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On y est, le 2022 est derrière nous. C'est le temps de vous faire le palmarès des meilleures lectures que j'ai faites dans l'année. Ça n'a pas été facile de faire un classement puis mettre un ordre de priorité, mais j'y suis arrivée, donc accrochez-vous parce que ça va être une longue vidéo. Juste avant de commencer, quelques statistiques, inquiétez-vous pas, je vais passer rapidement. Donc tout d'abord, combien de livres que j'ai lus? 81 au total, ce qui est plus que l'objectif que je m'étais fixé au départ, qui était de 60, ce qui fait un taux de réussite de 135%. Mon total de pages livres lus était de 22 805. Sans surprise, le genre que j'ai lu le plus, c'était la fiction à 57% et 40% de mes lectures ont été accompagnées de la version audio. Sinon, un défi sur lequel j'ai vraiment travaillé fort, c'était MH Tapal, c'est-à-dire essayer de limiter, de réduire le plus possible les livres qu'on avait sur nos étagères afin de les écouler le plus possible au lieu d'en acheter d'autres et qu'ils s'accumulent. Donc, ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont vu que c'était une wild ride. Ça a été vraiment difficile de réduire le plus possible, surtout que à chaque fois que j'en achetais des nouveaux ou que je recevais des SP, ça faisait remonter mon nombre. Mais on y est arrivé finalement, on arrive avec un résultat diminué, donc je suis vraiment très fière. On a passé de 165 au début à 148 à la fin, donc ça fait quand même une réduction de 17, ce qui est pas pire. C'est pas full impressionnant, mais c'est pas pire. Alors maintenant que vous avez un portrait global de mon année lecture 2022, on va passer au palmarès. Alors, on va commencer avec la 10e position. Il s'agit en fait d'une recommandation de Daphné de la chaîne BookTube signée Daphné, qui avait parlé de ce livre-là dans un de ses vlogs et il m'avait tout de suite vraiment plu. Son avis positif et le style artistique de l'illustratrice m'avaient beaucoup intriguée. Le livre s'appelle Book Love de Debbie Tung et je l'ai acheté en version e-book. J'avais quand même peur, pour être honnête, qu'on reste un petit peu trop en terrain connu parce que j'avais entendu beaucoup, beaucoup de blagues de Book Lover. Mais j'ai pas été déçue. Finalement, elle a repris à la fois des blagues que j'avais déjà vues, mais comme refaites à sa sauce à elle, avec son style artistique, avec son regard personnel, tout en allant un peu plus loin, en m'en faisant découvrir de nouvelles. Donc, j'ai bien apprécié ça. Et évidemment, c'est une lecture qui se lit très rapidement, tellement que j'ai immédiatement acheté ensuite Happily Ever After, qui montrait des scènes cute et cocasses de la vie de couple de l'illustratrice. Je l'ai également tellement aimé que j'ai acheté ensuite Quiet Girl in a Noisy World. Étant une personne qui adore les gens et qui organise toujours plein d'activités, c'était le fun de voir une réalité qui était très loin de la mienne, vue de l'intérieur. Ce que j'ai compris le plus, c'est à quel point pour des gens très introvertis, avoir une interaction sociale, c'est vraiment une dépense énergique immense pour eux. Donc c'est le fun de voir ça vraiment de l'intérieur, puis j'ai l'impression que je peux un peu plus me mettre à leur place. Donc je le recommande, c'est doux, c'est léger évidemment, ça se lit super rapidement. En 9e position, En plein cœur de Saturne par Marie-Christine Chartier. Cette fois-ci, on va suivre le couple de Félix et d'Élise qui allait bien jusqu'à présent. Je pense qu'ils étaient 3 ans ensemble. Mais là, on est dans un contexte de pandémie avec la COVID, donc c'est vraiment difficile pour les insécurités, les inquiétudes et l'anxiété d'Élise qui est vraiment dans le tapis. Donc, Félix va trouver que c'est vraiment beaucoup à gérer, puis il va demander un pas de recul, une petite pause. Et là, chacun de leur côté vont faire le point sur leur couple, qu'est-ce qui les tient ensemble, les bons moments comme les moments plus difficiles. Ils vont devoir réfléchir un peu à leur situation. Alors, j'avais vraiment très hâte de voir ce 5e livre de l'autrice qui avait promis que ce roman-là serait un des plus personnels qu'elle avait eu à écrire jusqu'à présent. Et je peux voir à quel point, par contre, c'était pas mon préféré parmi toutes ces autres. Les contextes des autres et les personnages me rejoignaient un petit peu plus que celui-là, mais il était pas mauvais, au contraire. Il figure quand même sur cette liste-ci puisque j'ai apprécié la fin, les émotions vécues pendant ma lecture et bien sûr la grande qualité de l'écriture à laquelle on est habitué. En 8e position, Convenience Store Woman par Sayaka Murata. J'ai lu ce titre à cause des animatrices de Books Unbound qui n'arrêtaient pas d'en parler, donc j'ai cédé et finalement je me suis rangée derrière les avis positifs de Raylene et d'Ariel parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il est court, ça se lit facilement. C'est l'histoire de Keiko, une femme de 36 ans qui travaille dans une supérette japonaise. C'est comme un dépanneur, mais comme épicerie aussi.
Elle adore vraiment le confort de sa routine et de son environnement rassurant, mais son manque d'ambition pour sa carrière et pour sa vie amoureuse va énerver tout le monde autour d'elle. Son univers va être chamboulé à l'arrivée d'un nouvel employé qui va être comme un peu sa porte de sortie vers une vie un peu plus normale en apparence. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit livre-là qui se lit vraiment bien. L'écriture était vraiment belle. J'ai aimé les personnages, mais surtout le message fort qu'il avait à dire en toute simplicité, c'est-à-dire pourquoi qu'on a l'impression quand il y a quelque chose d'étranger ou de différent de la norme, pourquoi qu'on sent le besoin de le faire rentrer dans le moule puis que ça nous dérange à l'intérieur de nous. Il y a tellement des belles phrases à la fin que j'ai gardées. Par exemple, The convenience store worker mask is the only one I'm fit to wear. So if people don't accept that, I have no idea what I can do about it. J'ai relu un peu mes notes à la fin, puis à deux endroits, je mentionnais à quel point le rythme et la chronologie étaient super bons. Les réflexions sont à la fois simples mais puissantes, dont le fait que ce livre-là questionne le besoin de la société à vouloir se débarrasser des membres qui s'écartent de la normalité. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. En septième position, Heartstopper, le numéro 4. Il s'agit d'un roman graphique par Alice Oseman. Dans ce quatrième volume, on retrouve nos personnages préférés de Nick et Charlie et leur couple va super bien. Charlie est même prêt à prononcer les trois mots magiques. Nick, de son côté, a plus de préoccupations dans sa tête. Notamment, il pense sa seconde communiante à faire à son père et en même temps, il suspecte que Charlie pourrait avoir un trouble alimentaire. J'ai pas grand-chose à se dire vu que l'histoire est vraiment assez courte, puis je pense que c'est l'avant-dernière avant le volume final. J'ai vraiment apprécié que notre attention ne faillit pas à mesure qu'il y a des nouveaux volumes et que la qualité ne se dégrade pas non plus. J'ai trouvé que la complexité des problèmes que les personnages vivaient était vraiment très crédible et intéressante. Puis ça m'a vraiment plu que ça reste frais puis qu'on n'aille pas dans le trop facile. Donc je vous recommande et j'ai vraiment hâte de voir le dernier opus qui devrait arriver en 2023. En sixième position, on va rester dans les romans graphiques avec Le Petit Astronaute, publié par les éditions de La Pastèque. Ce gigantesque livre écrit par Jean-Paul Hyde, il était tellement touchant et je vous le recommande. Je l'avais lu moi-même suite à la recommandation de Karine de Mon Coin Lecture et j'ai plongé dedans sans même savoir c'était quoi le résumé. J'ai pas regardé en arrière, j'ai juste commencé ma lecture et j'ai vraiment adoré ça. C'est pour ça que j'aimerais vous en dire le moins possible parce que moi, jusqu'à ce que le gros événement se passe, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et qu'est-ce qui s'en venait. La seule chose que je vous dirais, c'est que ça parle des thèmes semblables en fait à Wonder de R.J. Palacio. Si vous avez aimé ça, vous allez adorer ce livre-là. Ça vous donne un petit indice de qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est quand même un peu différent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire familiale où on va apprendre l'acceptation de la différence, à quel point ça a des répercussions sur la société, mais également sur chacun des membres de la famille. On est déjà rendu au top 5. Alors, en cinquième position se trouve l'autrice que j'ai lue à 5 reprises cette année, Taylor Jenkins Reid. Pour la prémisse de Maybe in Another Life, on va suivre Anna, qui est une femme de 29 ans qui se cherche un peu dans la vie. Elle a fait plusieurs jobs, elle a changé beaucoup de ville, elle sait pas trop où elle s'en va avec sa carrière. Et là, entre deux déménagements, elle va revenir dans sa ville natale, Los Angeles. Puis pour un soir, elle va retrouver sa meilleure amie, Gabby. Elles vont aller au bar ensemble et elles vont faire la rencontre de Ethan, qui était l'amour de jeunesse d'Anna. Et quelque peu après minuit, elle va avoir une importante décision à prendre. Soit elle quitte le bar avec sa meilleure amie et elle retourne à la maison, ou elle continue la discussion avec Ethan qui propose de la raccompagner. À partir de ce moment-là, ça va se transformer en deux lignes du temps, puis on va suivre en alternance qu'est-ce qui se passe dans sa vie selon le choix qu'elle a fait. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore la sitcom Community. Et si vous me connaissez beaucoup, vous savez peut-être qu'un de mes épisodes préférés, c'était Remedial Chaos Theory, qui explore cette ligne du temps selon qui se lève pour aller chercher la pizza.
Bref, dans ce cas-ci aussi, on voyait beaucoup plus en profondeur les répercussions des choix que le personnage principal faisait, à quel point sa vie avait l'air de ci ou de ça, selon qu'est-ce qu'elle avait changé. Puis c'était vraiment super intéressant. J'ai aimé les discussions, j'ai aimé les réflexions suscitées, tout ce qui était autour du destin, de l'amour, meant to be, puis à quel point il y avait des choses qui s'entrecoupaient, des choses qui étaient complètement différentes. Puis est-ce qu'elle est plus heureuse ou moins heureuse? Même si j'ai trouvé qu'au milieu, le rythme était un petit peu plus ralenti, je voyais où est-ce qu'elle voulait aller et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait, ce qu'elle avait à dire. Et la fin sauvait absolument tout. En quatrième position, Haute démolition par Jean-Philippe Bailliérard. En 2022, j'ai finalement lu le livre qui était sorti l'année précédente, donc en mai 2021, chez les éditions de ta mère. C'était vraiment une très, très, très bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée, notamment à cause de son contexte qui se concentrait sur l'humour au Québec. Puis on va suivre l'humoriste de la relève, Raph Massy, et son ascension, comment il va construire sa carrière, avec toute la complexité de faire rire les gens alors que lui-même souffre profondément d'une rupture amoureuse. Donc ça va poser des questions aussi au niveau d'où ce qu'on est prêt à aller et quel prix on est prêt à payer pour l'obtenir. Donc, ça va être vraiment très actuel en plus avec tout ce qui est vague de dénonciation. C'est un sujet qui est abordé là-dedans aussi. Avec son ton très sarcastique, on ne peut plus poser ce roman-là. C'est tellement intéressant. On reconnaît les gens qui sont mentionnés. On reconnaît des traits de caractère aussi. C'est vraiment super, super drôle. J'avais vu l'auteur en entrevue. J'allais passer moi-même en entrevue, mais pour me préparer, j'avais vu quelques vidéos de lui qui disait que le pouvoir l'intéressait beaucoup, à quel point il peut nous influencer, nous transformer. Donc, c'est avec plaisir qu'on retrouve la plume de l'auteur qui ne cesse de se raffiner. C'est vraiment super bon, en plus avec la narration au-dessus qui rend ça vraiment très direct. C'est assez divers en un rien de temps. Je le recommande vraiment beaucoup et j'ai très hâte de le voir adapté en série télé. On arrive au top 3, tant mieux, parce que ma voix va me lâcher. Ouais, je suis encore un peu malade. Donc, juste avant, je voulais vous présenter les livres qui ne feront pas partie de ce top-là, mais qui étaient vraiment dans mes préférés, parce que cette année, j'ai décidé de séparer les livres fiction des livres non-fiction, parce que c'était trop difficile de dire est-ce que ce livre pratique-là sur l'argent est plus important que tel roman. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les montrer tous ici. Ils ont obtenu soit la note de 4,5, 4,75 ou 5 sur 5 bol de riz. Les liens seront en barre de description. Alors, en troisième position, Radio Silence de Alice Oseman, encore une fois. Pour le résumé, j'ai passé vite vite parce que j'ai fait une critique consacrée. Je vais vous laisser le lien si vous l'avez manqué. Dans le fond, ce qui m'intéressait de faire dans cette critique-là, c'est de présenter le roman que j'avais beaucoup apprécié, qui est un roman jeune adulte, sous le point de vue d'une type 3. Parce que le personnage principal, c'est une fille très organisée, très rangée, et elle va faire la rencontre d'une personne qui va devenir son amie proche et qui va la rendre vraiment plus posée, plus créative et qui va en fait lui permettre d'être elle-même. Alors, si vous cherchez une histoire d'amitié platonique avec des personnages bien complexes, je vous recommande ce livre-là. Bon, pour mon top 2, j'ai eu la misère à établir un ordre puisqu'il s'agit de deux romans de la même autrice. Il s'agit, vous l'avez déjà entendu, Taylor Jenkins Reid. Donc, j'hésitais un peu avec ces deux livres. Il y avait One True Loves et Les Sirènes de Malibu. Finalement, j'ai décidé de mettre en deuxième position One True Loves parce que j'avais beaucoup apprécié l'histoire entre Jessie et Emma, qui étaient des high school sweethearts, mais à un moment donné, Jessie va prendre un hélicoptère au-dessus du Pacifique et on ne va plus entendre parler de lui pendant plusieurs années. Donc Emma, après un certain temps, va faire son deuil, poussée par tout le monde, puis elle va avoir aussi un fiancé et un peu refaire sa vie jusqu'au beau jour où Jessie va réapparaître out of the blue et qu'il va vouloir reprendre les choses où il les avait laissées. Donc là, Emma va être entre son fiancé actuel et son mari du passé qu'elle croyait décédé. Alors, ça va poser toutes les questions autour de l'âme sœur. Est-ce qu'on a vraiment un seul vrai amour où plusieurs personnes peuvent nous convenir? Alors, j'ai vraiment adoré cette romance contemporaine qui me faisait penser quand même à Maybe in Another Life, mais dans ce cas-ci, la raison pourquoi je lui ai donné plus de points, c'est que j'ai beaucoup apprécié les personnages, que j'aimais un peu plus et auquel je me suis un peu plus attachée que dans l'autre livre. Les réflexions sont différentes, puis dans ce cas-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle proposait, ce qui se passait, puis l'écriture, les belles phrases qu'on pourrait se faire tatouer. Et finalement, en première position, Malibu Rising.
J'ai lu ce roman-là, en fait, en français parce qu'il m'avait été envoyé par les éditions Guy Saint-Jean et j'ai quand même beaucoup apprécié la traduction, donc j'ai vraiment hâte, puisque c'est un de mes préférés, de le relire en langue originale éventuellement. Il s'agit en fait du parfait roman d'été. Je recommande à toutes les personnes qui veulent le lire de le lire en été avec la vibe de la plage, le surf, le sable. Ça donne vraiment le goût d'être à cette période-là de l'année, en fait d'être ailleurs, en Californie. Moi, je l'ai lu en juillet, août, puis c'était le contexte parfait parce que j'avais envie d'être à Malibu. L'histoire, c'est en 1983, au mois d'août, c'est le moment où que la fête des Rivas se produit. C'est l'événement le plus attendu de l'année. Il y a plein de gens hyper connus qui y vont. Dans le fond, les Rivas, c'est Nina, Ud, Jay et Kit, qui sont les 4 enfants d'un chanteur populaire, Mick Riva. Si vous connaissez les romans de l'autrice, vous avez sûrement entendu ce nom-là quelque part. Et c'est ça, cette famille de gens riches et célèbres va organiser un party comme à chaque année pour célébrer la fin de l'été et il va se passer plein de choses et au petit matin, le passé va les rattraper. La raison pour laquelle j'ai choisi de placer ce roman-ci au lieu de celui-ci en première position, c'est qu'il y avait dans la chronologie le temps qui reculait. Donc, on a un bref aperçu de ce qui va se passer éventuellement dans le futur. Fait que là, c'est juste excitant de voir le temps qui avançait. Donc, on se rapprochait de ce moment-là qu'on nous avait montré au début du roman. On sait pas trop quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça avec la fête aussi. On sait que c'est à une certaine heure, fait que là, on les voit se préparer juste avant. Et à travers ça, il y a des flashbacks avec l'autre personnage qu'on apprend à connaître à partir de souvenirs, dans le fond. Donc, c'était tellement bon. Les personnages sont tellement imparfaits, mais complexes, mais crédibles. Les relations entre les frères et sœurs aussi, c'était vraiment des dynamiques que j'appréciais. Et tout ce qui se passe, c'était vraiment le fun. On suit plein de perspectives. Ça se prend partout. C'est mon préféré, je dirais, du quartet qu'elle a fait des femmes célèbres. Et jusqu'à présent, One True Love, ce serait mon préféré du quartet qu'elle a fait des romances contemporaines. Mais il y en a encore 2 que je n'ai pas lues. Alors, c'était tout pour mon top 10 de fin d'année. Je vais quand même laisser quelques mentions honorables juste ici. Ce sont des romans que j'ai beaucoup appréciés, dont j'ai donné des très hautes notes, mais qui m'ont peut-être moins marqué ou que je vais peut-être être moins portée à relire que ceux qui font partie de la liste. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous l'avez appréciée. Likez-la si c'est le cas et j'ai laissé en barre de description tous les liens des livres que j'ai mentionnés. Alors, si vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à aller fouiller en bas. Sur ce, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'aimerais filmer dans les prochains jours mes résolutions 2023 avec les choses que je veux garder de 2022, les choses que je veux changer, les choses que je vais améliorer et un petit peu plus de détails sur ma cédule de publication YouTube. On se reparle de ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye!